Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Cette semaine, rendez-vous avec un homme connu, un homme qui a de multiples facettes, il a travaillé pour la télé, il écrit dans les magazines, il est brillant, il est en plus un très bon joueur et très sympathique. On retrouve Pedro Canali. Pedro, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré. Merci. Merci déjà à toi d'avoir accepté aussi vite, effectivement. On va attaquer par le vif du sujet, Pedro. Quand moi je regarde un peu de loin, tu vois, le milieu du poker, etc., on parle de toi, on parle souvent de toi, mais j'ai l'impression qu'on parle moins de toi que ce que la communauté poker te connaît. C'est-à-dire on regarde ta page Facebook, on regarde, t'es extrêmement connu au milieu du poker, a priori souvent apprécié, en tout cas, des gens qui parlent de toi en parlant bien, et on a l'impression que les médias n'ont pas toujours relayé tout ce que tu as fait, quoi. C'est une question très compliquée en fait, parce qu'effectivement il y a peut-être un petit décalage, mais pas tant que ça. C'est difficile d'avoir le recul nécessaire sur soi, mais il y a beaucoup de médias qui ont toujours été très gentils avec moi. Je pense notamment à Made in Poker qui fait souvent des articles très élogieux, très gentils depuis le début, ma première victoire en gain. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de décalage que ça. Il y a tellement de bons joueurs dans le milieu du poker français. Et si tu regardes mes performances, c'est beaucoup au niveau national, BPT, IFOP, DSO, et j'ai jamais fait de TF de circuit international, ou comme Gaël Bowman, une 10e place au main event des WSOP. Il y a tellement, on a une élite française, autant le niveau moyen est très moyen, autant de l'élite française, les meilleurs joueurs, ils sont tellement bons, tellement présents sur le circuit international, que je suis pas sûr que les médias me boycottent. J'en ai pas l'impression en tout cas. J'ai l'impression d'être à ma place. On regarde ton mob un peu, pas mal quand même, beaucoup de lignes, des victoires de prestige, dont une récemment au Chili Poker, si je dis pas des... DSO à Cannes. Voilà, au DSO à Cannes. Pas mal quand même, vous n'êtes pas nombreux à avoir des victoires aussi belles quand même. Ouais, je crois que c'est Julien Bricard qui m'a fait réaliser que j'étais le premier français à avoir le triple crown national. Le triple oui, c'est ça, DSO... DSO, IFOP, BPT. Mais ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, ça me tenait à cœur de le gagner ce DSO et j'ai tout donné pour la victoire. Mais encore une fois, il y a tellement de Français qui perdent sur le circuit international que c'est normal qu'on parle plus de Gaël qui fasse 10e au main event ou des joueurs, je sais pas, Manu B, Ludo, qui enchaînent les TF en EPT, enfin Ludo qui en a même gagné un, Davidi qui a le triple crown, le vrai, pas celui des débutants. C'est normal qu'on parle plus sur le circuit international. On va dire que je suis peut-être le meilleur joueur de Ligue 2 et qu'il y a tellement de très bons joueurs de Ligue 1 que c'est normal qu'on en parle plus. Je sais pas. De toute façon, c'est pas vraiment le but pour moi d'arriver à être partout dans les médias. Moi, je voudrais juste arriver à jouer le mieux possible, au maximum de mes capacités. J'ai une marge de progression qui est encore très grande. Je joue depuis 2004 et je fais plus que ça depuis 2009. Donc ça fait énormément d'années et pourtant c'est ça la beauté du poker. En travaillant dur tous les jours, on a toujours moyen de progresser et de devenir meilleur. Donc voilà, moi c'est un choix que j'ai fait de jouer plus dans le circuit national, plus de tournois au fil un peu plus faible, pas aller à l'EPT Copenhague, j'ai jamais fait toute ma vie parce que me retrouver à la table le plus mauvais joueur à la table, quel intérêt c'est si on veut investir profitablement dans le poker, il faut aussi sélectionner, on parle beaucoup de sélection de table en cash game, mais en tournoi c'est très important aussi. Donc j'ai toujours privilégié les tournois au fil d'un peu plus faible, parce que j'ai l'impression que c'est là où je vais maximiser mes gains, c'est là où je vais être le meilleur et c'est là où j'aurai le plus d'edge. Donc c'est un choix personnel de faire beaucoup moins de tournois prestigieux, de faire plus de tournois faciles, Marrakech, la Belgique, la France, l'Italie. C'est vraiment là que j'ai tout mon edge. Donc je ne suis pas rentré dans le poker par ego pour devenir le meilleur du monde. Si je peux, très bien, mais c'est énormément de travail. Donc non, moi ça me gêne pas beaucoup d'être en haut de la Ligue 2 plutôt qu'au milieu de la Ligue 1. Je pense que j'aurais gagné beaucoup moins d'argent au poker en privilégiant les tournois prestigieux.
et en laissant de côté tous les tournois à 500, 1000, 2000 du circuit national, qui sont pour moi bien plus rentables. Quand tu gagnes le DSO, là, est-ce qu'il y a, on va en parler après du fait que tu es sponsorisé, etc., mais est-ce qu'il y a un petit goût, je sais pas, peut-être pas de revanche, mais de dire, voyez, j'aurais peut-être mérité d'y être encore un peu sponsor parce que... C'est peut-être la question qu'on m'a le plus posée depuis ma victoire. Ouais. Non, en fait, il faut surtout jamais oublier d'où on vient, et jamais oublier que Barrière, c'est les premiers à m'avoir donné ma chance. Ils ont vraiment été très... Depuis le début, en fait, c'est vraiment les premiers qui sont venus me chercher. Donc, je pense que même si économiquement, en ce moment, en France, on sait que ça se passe pas très bien, toutes les teams se réduisent. Moi, je comprends leur choix. Ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est très compliqué. Quasiment plus personne, à part Wina, arrive à garder une team de plus de 10 joueurs. Même PS, le leader mondial, ils ont réduit à fond. Donc, être triste ou énervé contre quelqu'un, ça va pas arranger la situation. Donc non, je pense pas que j'avais un goût de revanche ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça aide à être plus concentré, à une espèce d'instinct de survie. Ouais. Quand tu es plus sponsorisé, tu dois faire attention à ta bankroll, tu peux plus le prendre en dilettante et t'amuser. Ça te donne la niaque et la hargne nécessaire pour y aller. Maintenant, dire que je suis content d'avoir pris ma revanche, non, pas du tout, vraiment pas du tout. Et quand tu apprends que ton contrat va pas être reconduit, pour tout un tas de raisons que tu expliques et qui sont réelles, c'est vrai que le marché français va pas bien, on en parlera plus tard. C'est quoi ta première pensée? C'est de te dire, c'est quoi justement? C'est peur de se dire merde, je suis un peu de mon cocon tranquille, va falloir remettre les bouchées doubles, c'est de te dire bon, c'était une belle aventure. Ça vient dans un deuxième temps. D'abord, c'est un peu comme quand tu apprends que tu es condamné, d'avoir l'énervement, la colère, et puis après l'acceptation. Mais d'abord, c'est vrai que pendant 5 minutes, je pouvais pas parler. D'abord, quand je suis sorti du bureau et qu'on m'a dit bon merci, à plus, j'étais super choqué, je m'attendais pas du tout. Autant l'année dernière, j'avais des doutes. Parce que j'avais pas fait une très très bonne année et j'étais pas vraiment certain. Autant cette année j'étais à peu près sûr d'être renouvelé parce que j'avais été très présent dans les médias, j'avais fait des vidéos les plus regardées, j'avais bon espoir d'être renouvelé. Et c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, je suis resté Choqué un peu. Choqué, ouais. Sur le coup, je savais pas trop quoi penser. Après, c'est vrai que j'étais assez énervé pendant 5 minutes en me disant que c'était la fin du monde. Et puis, très vite, tu réalises en fait, au bout de 5-10 minutes, je suis allé marcher, je suis allé prendre l'air. Tu réalises que c'est pas ça la fin du monde, c'est pas ça qui est grave, il y a des choses bien plus graves. Que j'étais pro avant d'être sponsorisé et je gagnais bien ma vie. Donc, pourquoi est-ce que ça serait différent maintenant? Je suis bien meilleur qu'avant, à l'époque, donc il n'y a pas de raison. Bien plus mature, bien plus sûr de mes choix. Et je pense que je peux progresser encore plus vite maintenant, j'ai tous les outils nécessaires. Donc très vite, en fait, il y a l'acceptation qui arrive. Et puis tout va bien, c'est pas si grave finalement, on est resté en très bons termes. Ils m'ont payé le PT Deauville par exemple, on continue à travailler en pointillé ensemble, je suis ami de la marque Barrière. Donc non, en fait tout va bien, je suis juste obligé de faire un peu plus attention au bankroll, je ne peux plus jouer hors bankroll, j'ai plus cette sécurité. Mais voilà, je fais des 500, des 1000, des 2000, je vends des parts, quand je fais des gros tournois, je me débrouille et il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien que lorsque j'étais pas sponsorisé. Et ça se passait déjà très bien, donc au contraire, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça m'a donné un petit coup de fouet, l'espèce de routine et de sécurité dans laquelle on rentre. On se donne plus à 100%, on n'a plus la niaque. Enfin, en tout cas, moi, pas tous, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais rentré dans une espèce de routine et j'étais plus focus à 100% comme avant. Je jouais moins souvent mon A-game. Depuis que je suis plus sponsor, depuis janvier, chaque tournoi que j'ai fait, j'ai vraiment tout donné. J'ai vraiment joué mon A-game, j'étais 100 fois plus focus. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est l'instinct de survie? Je pense que ça joue. Un peu les deux. Ouais. Tu disais que tu étais très présent à travers différents médias, etc. Et c'est vrai que tu as toujours eu une image, en tout cas quand on regarde un peu l'extérieur, de quelqu'un de pédagogique, entre guillemets. Tu interviens dans un magazine avec la chronique,
Ouais, dans Poker 52 tous les mois. Voilà. Et c'est vrai on a toujours eu l'impression que toi, t'aimais partager. T'aimais partager ta vie, ton expérience, t'aimais partager ce qui t'est arrivé, t'avais aucun complexe de supériorité, t'aimais, on va dire, te mettre voilà, à la place du joueur lambda qui débute et au contraire, l'aider au maximum par ta vision des choses. Depuis petit, je m'orientais vers être prof. Je savais pas trop de quoi, j'avais que des bonnes notes en philo et en maths, c'est tout, donc c'était assez limité. J'ai quand même fait bac plus 5 semaines en LEA, donc je m'orientais pour être prof d'anglais ou je savais pas trop. Bac plus 5 semaines, c'est Bac pas plus mal. 5 semaines. Ouais. Mais très vite, j'ai découvert la danse et au bout de 5 semaines de fac, ça faisait 2 ans que je dansais à peu près, j'ai commencé à donner des cours, ça s'est super bien passé, tout était plein, il a fallu faire un choix. Soit je continuais les études, soit je montais mon école. Je pouvais pas faire les deux bien, c'était pas possible, ça prenait tellement de temps et d'énergie qu'il fallait faire un choix. Donc je me suis orienté vers prof de danse, donc, et très vite prof de salsa. Et donc pendant 9 ans, j'ai enseigné la salsa, j'avais mon école, j'avais 3 professeurs qui travaillaient pour moi, et moi qui étais prof aussi dans l'école, on était 4. Donc ça fait ouais, 9 ans d'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai un peu des facilités en tant que pédagogue. J'adore ça depuis petit et j'ai pu bien travailler ça pendant ces 9 ans. Après, c'est vrai que ça paraît contre-productif d'essayer d'aider les gens parce que le niveau moyen monte, donc c'est plus dur de gagner de l'argent. Il y a une espèce de paradoxe dans tout ça. Mais j'aime tellement enseigner, transmettre et partager que ça m'a jamais gêné. J'ai fait des vidéos de cash game et il y avait des gars contre qui je jouais tous les jours sur Barrière qui regardaient ces vidéos-là, donc si tu veux, ça me desservait. Mais de toute façon, mon gagne-pain, moi, c'est les tournois, c'est pas le cash game. Donc même si avant j'étais plus un joueur de cash game, maintenant c'est clairement le tournoi, donc ça me dérange pas du tout de partager mon savoir. Et puis on va pas tout dire, on va pas non plus tout révéler dans les vidéos, dans les articles. Si tu suis un peu ma chronique dans 52 tous les mois, j'essaye jamais de faire de cas particuliers, j'essaie de parler que de théorie générale et de vision long terme et de penser avec 5 coups d'avance sur ses adversaires. C'est plus de la théorie générale, donc ça va pas me faire perdre de l'argent à court terme. Comment on en devient prof de salsa jusqu'à pro du poker? D'abord, Ça va refaire. Comment on devient prof du poker en étant prof de salsa? À l'adolescence, j'ai commencé à jouer à un jeu de cartes qui s'appelle Magic. Ouais. Donc, comme beaucoup de joueurs. Celui-là, il en aura ramené au poker déjà. Il en aura ramené énormément. Donc, tu connaissais Gabriel Nassif, etc. Bien sûr, on est très amis depuis longtemps, on a fait le circuit ensemble. Mais lui, il est dans le top 10 depuis bientôt 15 ans. Il y a encore là ouais, encore là, ces derniers mois, je suis pas sûr, mais jusqu'à l'année dernière, c'est sûr. Il est dans le Hall of Fame, donc il est invité à tous les championnats professionnels à vie. Donc c'est quand même un beau truc. Moi, je suis éligible à partir de l'année prochaine, mais comme je joue plus du tout maintenant, mes chances d'y rentrer sont très difficiles. Il faut 10 ans de carrière et 100 points pro. Donc lui, ça fait déjà quelques années qu'il est dedans. Et toi aussi, tu étais un très bon joueur de ça, non? moi, j'ai fait le circuit pro pendant 4 ans. J'étais dans le top 50 mondial pendant 4 ans, de 2004 à 2008. Et à 2008, j'ai tout arrêté pour le poker, et la salsa, et Magic. Je pouvais pas faire les 3 bien, c'était pas possible. Ouais, il fallait faire ça me donnait trop là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'est en 2004 ou 2003, David Williams, qui est un ancien pro de Magic, a fini 2e au main event avec As, contre Greg Raymer. Et là, du coup, tous les joueurs de Magic sont essayés au poker. Et tous ceux qui étaient très bons à Magic ont fait une transition réussie au poker parce qu'il y a des ranges à calculer, il y a des outs, il y a des parties à gros enjeux, il y a l'aspect compétitif du tournoi. Donc en fait, tous ceux qui sont passés du tournoi de Magic au tournoi de poker, ils ont tous réussi. Dario Mineri, Noah Boken, tous ces gars-là, ils viennent tous de Magic. D'accord, je sais même pas ça. Mais il y en a des dizaines, peut-être des centaines. D'accord, ok. Qui ont fait la transition. Même David Williams, j'ignorais que. Ouais, c'était un ancien pro. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de similitudes entre les deux jeux qu'on va peut-être pas être meilleur à terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va apprendre 10 fois plus vite que les autres. Et que comprendre la plupart des concepts du poker et la pression du tournoi et tout ça, on connaît ça depuis qu'on est ado.
depuis qu'on est petit, donc c'est vraiment très très facile de faire la transition. Et on va mettre 2 mois là où les gens qui n'ont jamais joué à des jeux de ce style-là vont mettre 1 an, on aura le même savoir en 2 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura un meilleur niveau max, mais en tout cas au démarrage c'est plus vite. facile. Voilà. Facile. Bon, parlons un peu du poker français en général. Ça fait maintenant quelques années que tu y es. Ouais. T'as vu la douce folie du début. Ouais. Et encore, je suis déjà arrivé tard, moi, 2009. Ça commençait, c'était presque à l'ouverture du marché 2009. C'était un peu avant, mais disons que quand moi je suis arrivé, les joueurs qui étaient là depuis longtemps, Nicolas Lévy, Davidi, Guillaume Delagorce, tous me disaient ce que moi je dis maintenant aux nouveaux, c'est en fait t'imagines pas il y a 2 ans comme c'était plus facile, comme les niveaux étaient faciles, ouais. comme c'était plus facile de gagner de l'argent. Donc c'est moi qui me retrouve dans la peau du vieux maintenant à dire ça. Alors t'imagines à quel point Davidi ça il prenait à l'époque alors. Ouais, c'était fou. Donc bon, t'arrives, la douce folie. La douce folie, l'ouverture du marché où t'as 30 rooms, 200 équipes de professionnels et ça signe de partout et tout est plein. Et puis la raison un peu qui revient en chute. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire presque la récession, quoi. Donc qu'est-ce que t'en penses là? Tu sens comment le milieu? Tu l'as vu évoluer comment? Tu t'en doutais que ça allait faire ça, toi? Avec un peu de recul, tout ça quand même ou... C'était difficile à dire parce qu'il s'était calqué sur le marché américain et c'était le marché italien et c'était la folie, ça avait cartonné. Donc tout le monde a investi énorme et dans un marché où tout le monde a investi énorme, c'est pas censé foirer comme ça. Moi, ce que j'avais vu venir, parce que je l'avais vu en live dans les casinos, c'est que des taxes trop élevées, ça fait broc trop vite les joueurs et donc ça marche pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça fait 20 ans, plus que ça même maintenant, qu'ils ont un rec qui est capé en live, ce qui fait que les gens ne perdent pas assez vite pour pas pouvoir réinvestir le mois d'après quand ils ont leur salaire. Du coup, ils perdent un petit peu tous les mois, mais très peu, donc c'est raisonnable, c'est comme le golf, ça leur coûte pas plus cher. C'est comme n'importe quelle autre activité. Pour les perdants. Et les gagnants arrivent à gagner normalement. Suffisamment pour tenir. En live, ce qui s'est passé, moi j'ai commencé à Aix, le casino Partouche. Quand ça a ouvert, il faisait partie des 3 premiers qui avaient l'autorisation en test de faire du poker. Et il y avait des gars qui faisaient river, moi je faisais tapis avec 2 paires. Le gars il dit colle, quinte, et il montre une quinte à 4 cartes. C'est pour te dire, ah oui, pour te dire le niveau qu'il y avait à l'époque et comment c'était facile. Ça n'existe plus malheureusement. Mais l'idée c'est que 4% non capés, les gens ils vont perdre trop vite et ils vont arrêter. Et ils vont plus remettre parce qu'ils perdent trop. Soit ils sont fait engueuler par leur femme, soit ils réalisent qu'ils ont perdu beaucoup trop vite. Parce que moi je le compte des gens très très riches qui avaient des boîtes de nuit, des piscines, des magasins de vente de piscines, qui avaient beaucoup d'argent. Et même eux, au bout d'un moment, ils arrêtaient de jouer les poubelles, ils jouaient plus que 2 as et ils devenaient très tight et ça devenait très très difficile de battre le rec. Donc j'avais vu qu'en live, si on mettait des taxes trop élevées et un rec trop élevé, le système marchait pas. Au poker, il y a une espèce d'osmose à trouver, de formule à trouver très très fine. Si on rec pas assez, le système marche pas. Si on rec trop, le système marche pas non plus. Toi le rec en live pour toi en France, ça devrait être combien? Ça devrait être comme aux États-Unis, plus de 4%, mais capé à un certain montant en euros. Donc, je sais pas, pour les capé à 3 euros, pour les grosses parties, les 5-10 et plus, tu capes à 10 euros maximum. Et tous les pots qui n'atteignent pas ce cap, tu peux caper jusqu'à 10%, c'est pas les petits pots le problème. Le problème c'est quand ça va à tapis en fin de nuit, quand ils sont tous cagoulés et qu'ils envoient tout avec gutshot et contre flush draw. Là, à chaque fois, tu as 4% qui part dans le pot et qui part dans la taille. Et à la fin, si tout le monde a cavé 1000, il reste 500 à chacun à la fin de la nuit. C'est pas bon pour l'écosystème. Ouais. Donc il faut des taxes raisonnables, un rec raisonnable. Et c'est le seul moyen de pérenniser l'activité. C'est comme ça qu'on peut faire de l'argent sur le long terme. Le problème de l'Europe, et c'est pas qu'au poker, c'est partout, enfin l'Europe, la France, c'est qu'on a une vision trop court-termiste pour tout ce qui est taxes. On veut de l'argent tout de suite, on pense pas à pérenniser si on pérennise un tout petit peu plein de choses tout le temps qui va durer pendant très longtemps, c'est beaucoup mieux que prendre 3 fois ce montant sur une année et qu'ensuite l'activité s'arrête. Parce que dans 10 ans, tu auras perdu 7 ans d'activité. Donc c'est pas du tout... on pense trop à court terme et on pense pas assez à pérenniser. Tu as quand même une vraie corrélation entre chef d'entreprise et joueur de poker. Tu as un instinct, il y a quelque chose, quoi. Il y a plein de concepts qui sont similaires. Le risk-reward, ça existe dans le business, il y a plein de concepts similaires. Je pense que aussi ceux qui ont un business avant, ils sont bien plus matures et
au niveau de la gestion de bankroll, gestion de patrimoine, normalement ils sont censés être un peu plus aware de tout ça, ils sont conscients de tout ça. Donc ouais, je pense qu'un très bon joueur de poker qui a une bonne gestion de bankroll, ça deviendra un bon businessman. En tout cas, il apprendra vite. Et un gars qui a eu un business avant, il va être plus sensé, plus mature dans sa gestion. Donc ça devrait faire un bon joueur de poker aussi. Donc je te disais, tu vois, donc tu vois arriver cette folie, tu dis qu'avec le live, tu te doutes qu'il va y avoir quelques problèmes à cause du rec. Voilà, mais je pensais pas à ce point-là et je pensais que le fait qu'il y ait tellement de gens qui investissent tellement d'argent dans l'écosystème que ça serait passé tout seul. Mais on a bien vu le problème du no flop, no drop, il y a eu des tonnes et des tonnes de problèmes qui ont fait que ça pouvait pas Tenir quoi. tenir sur le long terme. Et là, toi, qui est quand même un entrepreneur qui a des idées, là, tu vois comment là l'avenir? C'est quand même plutôt sombre quoi, non? Je pense pas. Moi je pense qu'on est au plus bas possible, ça pourra pas baisser. Le poker c'est un jeu extraordinaire, tout le monde aime ça. C'est pas un effet de mode, maintenant on le sait, ça fait trop longtemps pour appeler ça un effet de mode que ça dure. Je pense que ça peut que remonter. L'ouverture du marché américain ça va faire énormément de bien. Normalement les Américains sont un peu plus sensés que nous au niveau des taxes et au niveau du poker pour pérenniser un peu le truc et ils vont pas abuser. Donc il va y avoir un renouveau dans le poker. Moi je suis très très optimiste, à la fois dans la vie et puis pour ceux qui apprécient dans le poker. Et je pense que ça va marcher. L'Argel est pour une ouverture européenne, ça lié avec l'Italie et l'Espagne. Il y a plein de petits signes, plein de petits détails un peu partout à droite à gauche qui me font dire que ça va redécoller. Alors ça ne veut pas dire que ça va être la folie, mais ça va être la folie comme à l'époque où c'était non régulé. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des business models dans leur site pour affilier les gens en France, ça va marcher non plus, ça ne suffira pas. Il va falloir trouver autre chose. Mais j'ai bon espoir que ça remonte de manière assez conséquente pour que ça puisse tenir la route sur le long terme. Le poker, c'est pas un truc qui va s'arrêter demain. Ce que je pense, c'est que les buy-in moyens vont descendre en live. On l'a vu, les tournois à 10 000, il y a un tout petit peu moins de monde chaque année. C'est pas la folie, enfin, c'est pas la fin demain. Ça commence à diminuer tout doucement. Et les tournois à 500, ça explose de partout. Le DSO, ça a fait 550 joueurs. Le 500 de barrière, c'était une première. À Deauville, ils ont fait plus de 500 joueurs aussi. Donc, je pense juste que maintenant, les buy-in moyens vont diminuer dans le circuit et que ça va bien se passer si on arrive à trouver, comme le dit l'Argel le dit, ils sont pour une régulation des taxes beaucoup plus logique, baisser un peu les taxes. Et moi je suis persuadé que le poker va remonter il va re-exploser, va reconnaître un renouveau au fur et à mesure que le marché américain va s'ouvrir et que il y aura de plus en plus d'émissions de télé et qu'il y aura de plus en plus de nouveaux joueurs qui vont venir, que ça sera moins cher, moins taxé, plus accessible au plus grand nombre, ça va décoller, ça va devenir un truc énorme. Redevenir un truc énorme. Bon, donc tu en as vu des choses dans le poker. Qu'est-ce qui au final t'a le plus surpris dans ce milieu-là? Positivement ou négativement? La chose à laquelle tu t'attendais peut-être pas, je sais pas, humainement ou... Oui, il y en a beaucoup en fait. C'est un milieu qui est ultra contre-intuitif, j'ai envie de dire. Que ce soit sur le plan technique ou sur le plan humain. Il y a des kilos de gens extraordinaires qui traînent dans le milieu du poker, ça je m'y attendais pas. Des gens brillants, des gens sages, des gens qui ont les pieds sur terre. Il y a des fous furieux aussi. Moi je m'attendais à un truc un peu plus au milieu, quoi. Pas autant d'extrêmes. Il y a vraiment des... Un peu plus homogène quoi. Ouais, là il y a vraiment des cagoulés de la vie qui font n'importe quoi et pour qui c'est dangereux et qu'il faut absolument qu'ils arrêtent le poker, et des gens très sains, très intelligents qui savent pourquoi ils sont là, très raisonnables. Donc très vite moi j'ai fait mon choix des gens avec qui j'allais traîner et voilà, mais à 24 ans je traînais avec les dégénérés, à 30 ans maintenant je traîne avec les sages, mais non, c'est assez étonnant sur le plan humain les différences qu'on peut trouver. Surtout, ce qui m'a choqué dans ce milieu, c'est la difficulté de ce métier. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là à 24 ans, bien avant d'être pro, juste quand je jouais en tant qu'amateur. Ça commençait à se passer bien, je gagnais un peu d'argent, et j'avais l'impression que c'était facile.
et je réalisais pas toute la partie cachée de l'iceberg, tout ce travail qu'il faut fournir pour durer, pour rester fort avec le niveau moyen qui monte tous les jours. Les quintes à 4 cartes qu'on nous dit à la river c'est fini, ça n'existe plus. On est obligé d'être bon techniquement maintenant pour gagner. Donc il y a toute une partie cachée très très compliquée. Ça reste probablement le plus beau métier du monde et le meilleur métier du monde. C'est juste 10 000 fois plus dur que ce qu'on a l'impression que c'est. Mais ça reste génial. Et dans les mauvaises surprises ou dans les mauvaises rencontres, il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier ou... Disons que j'ai été bien éduqué avec la salsa. Dans le sud, c'est vraiment un milieu très... c'est vraiment la guerre dans tous les sens. Les gens ils viennent faire des soirées les mêmes jours que toi, des soirées qui marchent bien. Ils n'ont pas compris le b.a.-ba de la game theory pour arriver à faire pérenniser un business ou pour se partager les parts de marché. Ils n'ont rien compris, ils font n'importe quoi et c'est la guerre. Pas tous, hein, mais il y en a pas mal. Et du coup, dans le poker, quand j'ai vu que ça arrivait, les gens qui mettaient les mêmes dates du même tournoi juste pour casser les pieds aux concurrents, alors qu'en fait, s'il avait mis au même lieu la semaine d'après ou la semaine d'avant, ça aurait fait 2 super beaux tournois. À la place, tu avais 2 tournois coupés en 2 à l'autre bout de la France et des bêtises pareilles. J'étais bien habitué, donc ça m'a pas choqué. Mais ouais, non, j'ai pas eu de grosses mauvaises surprises auxquelles je m'attendais pas du tout. Dans le poker, c'est assez étonnant où on swap des pourcents en tapant dans la main, des sommes gigantesques. Les gens se prêtent des 10 000 euros, des 20 000 euros en se tapant dans la main et 90% du temps, les sommes sont remboursées. Donc non, au contraire, je trouve que c'est ultra sain et je comprends toujours pas comment ça peut être aussi sain alors qu'il y a autant de gens aussi différents, bizarres. Tout fonctionne, tout roule, c'est comme ça marche et c'est beau. Alors bien sûr, on en connaît des tonnes, des histoires avec des gens qui sont partis au Nouveau-Mexique se refaire le visage avec quelques dizaines de milliers d'euros pour pas rembourser, mais je pense que c'est des cas isolés et en tout cas, moi avec mon groupe et des gens que je côtoie, il n'y a jamais d'histoire, jamais d'embrouille, tout se passe bien. Quand il y a une divergence entre 2 joueurs et chacun pense que l'autre doit de l'argent à l'autre parce qu'il y a eu malentendu, c'est tranché, on réunit un conseil de sages, il y a un vote et on tranche quand il y a un problème. Donc au final, tout se passe toujours bien. Ton avenir, au jour d'aujourd'hui, alors, ça c'en est où? Tu joues toujours? La preuve, tu gagnes toujours. Ouais, depuis que je joue moins, je gagne plus, c'est assez étonnant. Mais ouais, là, ça fait plusieurs années maintenant, bientôt 2 ans, que je travaille sur un projet qui va sortir d'ici quelques mois. Donc j'ai bon espoir que le poker devienne un hobby, une passion, un truc plaisant et plus mon métier. Mais, tu vois plus aujourd'hui comme chef d'entreprise? Depuis que je suis plus sponsorisé, avant je travaillais sur ce projet sur mon temps libre et le reste du temps je jouais et j'étais sponsor par barrière donc j'avais des obligations. Et je travaille sur ce projet sur mon temps libre et maintenant j'ai ce projet qui est mon activité principale et je joue au poker sur mon temps libre. Moi j'en ai pas beaucoup, mais je continue à grinder le dimanche, je continue à faire quelques tournois par-ci par-là, je vais partir à Vegas parce qu'évidemment si on ne pourra pas faire le main event on t'enlève la licence, donc voilà, mais sinon je suis en pleine transition à l'heure actuelle. Ouais. Si demain tu as une nouvelle room ou une room déjà existante qui est dehors et que tu fait bah écoute Pedro, on aimerait bien t'avoir dans la team, tu repars ou c'est bon, t'as vu maintenant et puis tu... Non, j'y repars volontiers, c'est pas du tout incompatible en plus avec mon métier puisque je vais être apte à me déplacer sur tous les tournois, donc de toute façon il faudra que j'y sois. Donc je peux arriver 3 jours avant et partir 3 jours après pour travailler, c'est pas un souci. Je suis déjà en pourparlers avec quelques rooms, je suis déjà sur la shortlist de quelques rooms, donc pour l'instant rien de concret, c'est pour plutôt le dernier trimestre de l'année, c'est là où les budgets se font, donc pour l'instant j'ai rien de concret, j'ai aucun scoop à vous annoncer, loin de là, mais ouais, non, volontiers je continuerai à faire les tournois. Moi ce qui me plaît vraiment c'est les MTT online et les MTT live. J'ai beaucoup moins de passion et d'envie pour le cash game, ce que je disais tout à l'heure. C'est plus du tout, c'est beaucoup trop chronophage en fait, pas dans les meilleurs joueurs du monde en cash game. Et pour bien gagner sa vie, il faut faire ça 8 heures par jour et j'ai plus le temps. Par jour. Donc continuer à faire des tournois et progresser en tournoi.
Ça, je peux dégager le temps pour y arriver. Je continue d'ailleurs, même alors que je suis plus sponsorisé, je continue à faire des vidéos, je continue à écrire pour des magazines. Ma nouvelle activité n'est pas du tout incompatible avec un contrat de sponsoring. Preuve là aussi quand même que tu as quand même un certain aura dans le milieu du poker, parce que la plupart du temps, les joueurs qui ne sont plus sponsorisés, on les oublie assez vite, on vient moins les chercher, on va moins les écouter. Ouais, ben là c'est bizarre, depuis que je suis plus chez Barrière, j'ai encore plus de demandes et je suis obligé de refuser parce que j'ai pas le temps de tout faire malheureusement, mais j'ai encore plus de demandes pour être coach, pour écrire des blogs, des magazines, des interviews, ça n'arrête pas, non, je pense que j'ai encore un petit peu ma place, encore un peu de crédibilité dans ce milieu et je compte toujours continuer à trouver le temps de progresser en tournoi, de devenir meilleur, de continuer les tournois. Ouais, c'est pas du tout incompatible avec un contrat. J'ai toujours fait deux métiers en même temps. J'étais pro de Magic en même temps que j'étais prof de salsa. En étant pro de poker, j'ai monté ce projet. Donc j'ai l'habitude de pas beaucoup dormir et de faire plein de choses en même temps. Et c'est tout à fait compatible. Et le jour où tu vas quitter l'univers du poker, de gré ou par la vie, et que les nouvelles générations arriveront, et qu'on parlera de Pedro, alors t'as envie qu'on retienne quoi de ton œuvre et de ce que tu auras fait? J'ai pas d'envie de Hall of Fame ou quoi que ce soit dans le poker. Elle est compliquée la question. C'est ça qui clôture à chaque fois. Non, je crois pas que j'ai d'envie particulière qu'on écrive sur ma tombe quelque chose et qu'on retienne de moi quoi que ce soit. Si ça avait été dans mes ambitions, j'aurais travaillé bien plus dur, j'aurais pas monté ce projet, j'aurais continué à travailler. Mais en tant que personne, t'as envie de laisser quelle trace au moins, tu vois, t'as envie qu'on retienne quoi de toi? Le fait que t'étais quelqu'un de passionné, d'ouvert, etc. Ouais, de peut-être un peu plus stable et les pieds sur terre que la plupart des joueurs de poker, un peu plus mature peut-être et un peu pédagogue, voilà. Je crois que c'est ça mes forces à l'heure actuelle. Moi, ce qui m'a passionné le plus, je crois, pendant mon parcours poker, ça a été la radio et les commenter à la télé avec Lionel Rosso, les WSOP Europe à Londres, puis à Cannes. Ça, c'est vraiment le truc où j'ai pris le plus de kiff, je ne m'attendais pas du tout. Un pied gigantesque, c'était vraiment super. Et ouais, si je dois me réorienter un jour, télé ou radio, ça me plairait pas mal. Toi qui as connu donc divers médias et qui as travaillé avec plusieurs médias, vidéo, écriture, télévision, la nouvelle génération de médias qui arrive, Internet, des émissions type télé-réalité, poker, etc. Toi, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est l'avenir? Tu penses que c'était mieux avant? Je pense que c'est une chose très importante. Tu me demandes en tant que joueur de poker qui fait le circuit et tout ça, évidemment ça ne s'adresse pas à moi et je vais plutôt en rigoler, c'est pas trop le type d'émission que je vais regarder. Maintenant, si tu te mets du côté de l'industrie et pour faire grossir le gâteau, et c'est ça qu'on veut tous, qu'on soit joueur ou industriel du poker, on veut vraiment que le marché grossisse et qu'il y ait plein de nouveaux joueurs qui viennent et qu'on partage tous notre passion et qu'il y ait de plus en plus de monde. De ce côté-là, je pense que c'est très important. Il y a plein de gens qui aiment bien les émissions de télé-réalité qui connaissent rien au poker, plein de gens qui connaissent à peine le poker et que ça va transformer. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait des émissions de télé-réalité. C'est très très important qu'il y ait beaucoup de médias sur Internet, l'accessibilité gratuite à tous les gens qui veulent s'intéresser, qui puissent taper sur Google Poker et qu'ils aient des infos. Il faut toujours essayer de prendre un peu de recul par rapport à soi et que quand on est un joueur, même si ces émissions on ne va pas les regarder, personne ne nous oblige à les regarder et qu'on n'aime pas, il faut penser plus gros, plus long terme, avec un peu de recul et finalement les émissions de télé-réalité c'est une très très bonne chose pour le marché. Pedro, je te remercie beaucoup d'être venu, je te remercie de ta gentillesse et de ta ponctualité et puis d'avoir accepté aussi vite. Et puis j'espère qu'on se retrouve dans quelques mois pour ton futur projet. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Ça marche.